L'énergie, on l'utilise tous les jours, c'est une évidence. Mais s'est-on déjà demandé d'où elle vient exactement? Comment elle arrive jusqu'à nous? Aujourd'hui, on va remonter le fil de ce parcours, un voyage vraiment fascinant. Depuis la ressource brute, bien cachée sous terre, jusqu'à la simple ampoule qui s'allume chez soi. Alors voilà le programme. On va d'abord regarder ce qu'est la chaîne énergétique. Ensuite, on verra d'où viennent les ressources et comment on les produit. Puis, comment on les transporte et on les transforme. On s'intéressera aussi au marché où tout ça s'achète et se vend. Et pour finir, quelques grands indicateurs mondiaux pour avoir une vue d'ensemble. Allez, on commence avec la chaîne énergétique. C'est un parcours en 4 étapes, et c'est vraiment la base. Avant même de parler de pétrole ou de solaire, il faut comprendre ce cheminement, parce que c'est le même pour toute forme d'énergie, avant qu'elle ne nous serve à quelque chose. Alors, regardons cette chaîne de plus près. Tout commence avec l'énergie primaire. C'est la source brute, ce qu'on trouve dans la nature. Le pétrole brut, le charbon ou même le soleil. Ensuite, cette énergie, on la transforme en énergie secondaire. L'exemple parfait, c'est l'électricité. C'est un vecteur d'énergie. Ce qui arrive chez le consommateur, c'est l'énergie finale. C'est ce qui est sur la facture. Mais attention, toute cette énergie ne fait pas le travail qu'on attend. Seule une partie devient de l'énergie utile. La lumière de l'ampoule, le mouvement de la voiture. Le reste, eh bien, il est perdu en route. Bon, maintenant qu'on a compris le processus, passons aux ressources et à la production. D'où vient toute cette énergie, concrètement? Qui la produit dans le monde? Et là, le premier chiffre saute aux yeux. C'est la domination, mais alors écrasante, des combustibles fossiles. Regardez bien, pétrole, charbon, gaz naturel. Si on met tout ça ensemble, on arrive à 94% de la production mondiale d'énergie primaire. C'est énorme, c'est vraiment l'héritage direct de la révolution industrielle qui a tourné d'abord au charbon, puis au pétrole. Et si on regarde de plus près, certains pays sont de vrais géants. Prenez la Chine par exemple. Sa position dans la production mondiale de charbon est dominante, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un pilier de son industrie. C'est un peu la même chose pour le pétrole avec l'OPEP. Ce groupe de pays contrôle une part tellement importante de la production mondiale qu'il a forcément un impact direct sur l'offre et bien sûr sur les prix qu'on paye partout dans le monde. Passons maintenant au transport et à la transformation. Parce que c'est bien beau de produire de l'énergie, mais elle est rarement utilisée sur place. Il faut la déplacer, parfois sur des milliers de kilomètres. C'est un casse-tête logistique. Et en plus, il faut la transformer pour qu'on puisse s'en servir. Pour le pétrole et le gaz, la logistique est titanesque. Il faut s'imaginer des flottes de superpétroliers qui sillonnent les océans, des pipelines qui traversent des continents entiers. C'est une infrastructure mondiale qui coûte une fortune à construire et à maintenir. Et bien sûr, tout ça comporte des risques écologiques importants, on le sait. Et là, le contraste avec l'uranium est assez incroyable. La citation le dit bien, sa densité énergétique est tellement folle qu'on n'a aucun problème à le transporter. Une toute petite quantité contient une énergie phénoménale. Ça change complètement la donne par rapport au pétrole ou au gaz. C'est une différence de nature, vraiment. Mais le transport, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Après, il y a la transformation. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que chaque transformation, eh bien, ça entraîne des pertes. En fait, une quantité surprenante de l'énergie de départ se perd en route. Elle ne sert à rien. Le meilleur exemple, c'est le moteur de voiture. C'est assez fou quand on y pense. Sur 100% de l'énergie contenue dans l'essence, seulement 15% sert vraiment à faire avancer la voiture, à faire tourner les roues. Et les 85% qui restent, eh bien ils sont perdus, dissipés en chaleur tout simplement. C'est une question de physique, de thermodynamique, mais le chiffre est quand même énorme. Ok, maintenant parlons consommation et marché. Toute cette énergie produite, transportée, transformée, à la fin elle est achetée et vendue. Alors comment ça marche? Comment les prix sont-ils fixés sur ces marchés mondiaux? D'abord, il faut savoir que le monde de l'énergie a son propre vocabulaire. On entend souvent parler de marché spot. En gros, c'est le marché de l'immédiat. On achète ou on vend de l'énergie pour une livraison quasi instantanée. C'est un peu la bourse de l'énergie en temps réel, où les prix bougent constamment. On a aussi des termes un peu techniques, comme FOB ou CIF. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, c'est crucial. Ça définit tout simplement qui paie quoi et qui est responsable de la marchandise à quel moment du transport. Est-ce que le prix inclut le transport et l'assurance jusqu'à l'arrivée ou pas? Dans le commerce mondial de l'énergie, cette petite différence, ça se chiffre en millions de dollars. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est le rôle du pétrole. C'est lui le prix directeur. Son prix est tellement important et surveillé que quand il bouge, il entraîne tout le reste du marché avec lui. Le prix du gaz et même celui du charbon sont souvent liés aux fluctuations du pétrole. C'est lui qui donne le ton. Allez, dernière partie, les grands indicateurs mondiaux. Pour conclure, on va regarder quelques chiffres clés. Ils nous aident à mesurer l'impact de l'énergie et à mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre sur la planète.
Ce graphique est sans doute l'un des plus parlants. Il montre la consommation d'énergie par personne. Et là, on voit une véritable fracture mondiale. Un habitant d'Amérique du Nord consomme en moyenne près de 8 tonnes d'équivalent pétrole par an, contre seulement 0,3 en Afrique. C'est-à-dire presque 26 fois plus. C'est un miroir assez brutal des inégalités de développement dans le monde. Et si on regarde les extrêmes entre les pays, le fossé est encore plus vertigineux. D'un côté, on a un pays comme le Qatar avec 12 tonnes d'équivalent pétrole par personne, de l'autre, l'Éthiopie avec 0,02. L'écart est juste immense. Ça montre bien à quel point l'accès à l'énergie et la richesse d'un pays sont directement liés. Et tout ça, ça nous amène à un concept très important, l'intensité énergétique. C'est très simple en fait. C'est la quantité d'énergie qu'il faut pour produire un point de PIB, pour créer une unité de richesse. L'objectif, c'est d'avoir une intensité énergétique la plus basse possible. Ça veut dire qu'on est plus efficace, qu'on fait plus avec moins. C'est un des grands enjeux pour un développement plus soutenable. Donc, à la fin de ce voyage, une question s'impose, une question vraiment essentielle. Ce système énergétique complexe, celui qui a construit notre monde moderne, mais qui est aussi massivement dépendant des énergies fossiles et profondément inégalitaire, est-il vraiment le bon système pour construire le monde de demain ? Est-il capable de relever les immenses défis qui nous attendent ?